Les espoirs sont-ils permis? Les espoirs, il faut en avoir. Parce qu'il faut favoriser la recherche, même si en tant que patient ou praticien, on est toujours impatient d'avoir des résultats et d'avoir des propositions thérapeutiques. Donc, comme je vous disais, il y a une nouvelle molécule qui est en cours d'attente de validation et on espère qu'elle sera au rendez-vous et qu'elle sera validée. Après, il ne faut pas négliger toutes les autres démarches de recherche qui sont en cours, en particulier pour mieux comprendre les processus physiopathologiques, pour mieux étudier en particulier le contenu des drüsen, puisqu'il y a des tentatives, en particulier d'études morphostructurelles de ces dépôts qui ont été faites, qui ne sont pas forcément explorées ou exploitées à une très grande échelle, mais là aussi les espoirs sont permis. Peut-être qu'un jour ça intéressera les grands ou laboratoires ou d'autres centres de recherche et que les études pourront être faites à grande échelle et un petit peu plus approfondies, parce que, encore une fois, c'est la connaissance du contenu de ces dépôts qui nous permettra de connaître quelles sont les voies métaboliques qui sont défaillantes et qui donc nous permettra de connaître la physiopathologie et donc d'avoir les impacts thérapeutiques, puisque si on connaît les modes d'action et les modes d'impact, donc les dysfonctionnements, on pourra essayer de trouver des molécules qui contrecarreront ces dysfonctionnements. Quel type de suivi est le plus adapté pour les patients atteints par la maladie? Alors le suivi régulier, oui, parce que d'abord il faut qu'on explique au patient sa pathologie. Donc il faut partir du principe que si le patient comprend ce qu'il a, obligatoirement il sera plus coopérant, il aura une participation plus importante et une prise en compte plus importante du processus. D'autre part, il le maîtrisera mieux et il n'aura pas non plus l'angoisse que peut représenter le diagnostic de DMLA qui affole énormément de personnes. Donc la surveillance, oui, il la faut. La fréquence, elle dépend de l'état clinique du patient, c'est-à-dire l'examen ophtalmologique qui est très important. Parce que si vous avez des petites lésions et en fonction de leur topographie et de leur taille, eh bien la surveillance sera différente. Elle sera plus ou moins importante et plus ou moins fréquente. D'autre part, si vous avez les problèmes fonctionnels, eh bien, ce sera important d'avoir un suivi clinique pour bien expliquer au patient et puis pour l'aider à contrecarrer cette complication qui impute des difficultés dans la vie quotidienne et qu'il faut apprendre aussi à surmonter aux patients. Enfin, il y a un impact aussi psychologique puisque le praticien et le médecin et l'ophtalmologiste est là pour accompagner le patient dans sa pathologie et donc pour lui permettre donc de mieux la comprendre, nous l'avons dit, de mieux la cerner, nous l'avons dit aussi, de mieux la compenser et vivre avec. Le praticien est là aussi pour l'accompagner même si c'est difficile, à surmonter ces difficultés. Quelles sont les dernières avancées dans la recherche sur l'atrophie géographique? Alors oui, au niveau de la recherche, il y a quand même des avancées qui sont faites, puisque il y a quand même toutes les compensations. Donc, au point de vue métabolique pur, il y a toute l'enquête génétique avec l'impact en particulier l'impact génétique, puisqu'il y a des formes génétiques qui sont propices et qui peuvent favoriser certains dysfonctionnements au niveau du métabolisme de l'épithélium pigmenté, puisque là aussi, ça me permet de dire que personnellement, je pense que c'est l'épithélium pigmenté qui est le cœur de la problématique de la déficience maculaire liée à l'âge et aussi de l'atrophie. Donc ça, c'est un des éléments essentiels. Donc là aussi, puisqu'il y a différents discours, il y en a qui disent que c'est les photorécepteurs qui sont à l'origine du processus, d'autres l'épithélium pigmenté. Des études ont montré, en particulier en étudiant les différentes couches cellulaires et leur évolution dans les processus de l'atrophie, montrent que c'est quand même l'épithélium pigmenté qui est le pilote de tous ces dysfonctionnements métaboliques. Donc, pour en revenir
aux avancées, il y a tous ces domaines de recherche au niveau donc de la génétique et de l'impact sur le métabolisme de l'épithélium pigmenté puis des photorécepteurs. Il y a aussi toute la recherche pour essayer de compenser la défaillance métabolique de l'épithélium pigmenté, c'est en particulier au niveau de la thérapie génie. Et ensuite, il y a aussi, si vous voulez, les processus pour essayer de pallier au déficit des cellules. Donc ça, ce sont toutes les greffes, enfin, les cultures cellulaires avec les injections de cellules et où carrément les greffes partielles de photorécepteurs épithélium pigmenté qui essaient de combler les espaces laissés vacants par la complication atrophique. Puisque si on veut prendre une image, l'atrophie est l'équivalent d'un tapis qui a perdu ses poils. Donc si on arrive à trouver des processus thérapeutiques qui comblent cette défaillance, on peut avoir espoir de redonner des capacités visuelles. Le problème, c'est que ce soit la thérapie génie ou que ce soit les cultures cellulaires ou autres, pour le moment, ça reste encore à l'état d'étude. On n'a pas encore trouvé le système qui fait que ça peut être validé ou mis à l'accessibilité de la majorité de la population. Que conseilleriez-vous aux patients diagnostiqués avec cette condition? Je pense qu'il est important qu'on apprenne aux patients à se surveiller, que par les consultations qui seront, dont la fréquence sera modulée en fonction de l'état de sa pathologie, qui sera le résultat d'une analyse faite par un praticien, un ophtalmologiste qui peut expliquer et déterminer tout ça, puisque la fréquence des contrôles, elle sera variable, elle pourra être annuelle, elle pourra être bisannuelle ou elle peut être trimestrielle en fonction de l'état de la pathologie et de l'évolution de la pathologie. Donc le patient, moi je lui conseille de consulter, d'une part pour qu'on lui apprenne à ne pas dramatiser et à ne pas stresser parce qu'on a posé ce diagnostic, parce qu'encore une fois, si on lui explique ce que c'est, et si on lui apprend à maîtriser la chose, eh bien, il n'y aura pas cette angoisse du couperet, puisque chaque individu a le mode d'évolution particulier. Les études montrent des moyennes d'évolution, mais chaque cas est individuel et particulier. Ensuite, faire des contrôles et ne pas avoir peur de les faire pour savoir comment justement on maîtrisera la chose. Ensuite, savoir se faire aider, que ce soit par les aides optiques, les aides visuelles, ou que ce soit aussi par les associations qui permettront aux patients d'avoir des échanges, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir les expériences d'autres personnes, c'est-à-dire de ne pas se sentir seul dans cette pathologie, parce que les associations sont à même de leur donner l'écoute, de leur donner des renseignements ou des indications qui leur permettront de mieux gérer les difficultés dans la vie quotidienne ou d'avoir des repères, ne serait-ce que des adresses pour des aides visuelles ou des détails, puisqu'il est toujours intéressant d'avoir des indications ou d'avoir des informations. Constatez-vous une hausse des DMLA et atrophies géographiques? Alors c'est vrai que durant ces 20 années, en fin de compte, le profil de la DMLA a complètement changé. Puisque quand, dès mes études en ophtalmologie, j'ai eu pour objectif, puisque c'était déjà l'objet de ma thèse, de m'occuper de la DMLA, qu'à l'époque c'était vraiment les prémices où on ne connaissait pas tous ces éléments-là. Au cours de l'évolution de la pratique médicale, il y a d'autres investigations qui sont apparues, puisque l'angiographie ovaire d'infracyanine, puisque l'OCT sont apparus, puisque au point de vue thérapeutique, on a fait longtemps de la photocoagulation, puis il y a eu la photothérapie qui était déjà un progrès par rapport à la photocoagulation, puis l'avènement de ces fameuses injections intravitréennes, qui c'est vrai a été une révolution, puisque c'était quand même une technique qui certes n'éradique pas la pathologie, mais la stabilise beaucoup mieux avec la possibilité d'avoir des gains de vision, ce que les autres techniques ne permettaient pas avec une aussi grande fréquence.
Donc la DMLA, comme il y a eu aussi ces avancées thérapeutiques, je pense qu'on s'est beaucoup plus penché sur la question, puisque avant, les praticiens trouvaient ça un petit peu désespérant parce qu'on n'avait pas grand-chose à proposer. Donc l'intérêt de cette pathologie était moindre, mais avec l'avènement des techniques et avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, en effet, on a été dans davantage de dépistage, on a été dans davantage d'examens et on a été dans davantage de traitements. La complication atrophique, elle a été largement dénigrée pendant des années et des années, puisque la complication néovasculaire avait un traitement et donc on s'est surtout intéressé à ça. Maintenant que l'on voit qu'il y a quand même une longévité avec une population qui est vieillissante, donc comme son nom l'indique, c'est une pathologie qui est liée à l'âge, donc sa fréquence et le nombre de patients atteints avec la longévité augmente. Donc la complication atrophique devient aussi plus présente, c'est-à-dire que le nombre de patients atteints de complications atrophiques dépistés et identifiés est donc plus important. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui voit que comme ça devient un problème au niveau de la vie quotidienne ou quoi, commence à davantage se pencher sur la question et à s'intéresser davantage à la problématique. C'est-à-dire qu'on essaie de mieux maîtriser la pathologie en tant que telle, de mieux la décrire et de mieux l'évaluer et de mieux évaluer son évolution pour justement essayer de voir comment gérer les espoirs thérapeutiques futurs qui seront mis à notre disposition. Quel est le rôle du médecin vis-à-vis du patient ? Le rôle d'un médecin par rapport au patient, c'est justement de lui apporter toute sa spécificité pour lui expliquer d'abord pour diagnostiquer la pathologie qu'il porte, d'autre part pour la lui expliquer, pour essayer de lui trouver les meilleures solutions possibles, tant au niveau thérapeutique que vit avec sa pathologie, c'est-à-dire l'accompagnement, en particulier dans la DMLA, qui est quand même une pathologie difficile, qui est ardue, d'une part parce qu'elle mérite d'être souvent surveillée, donc ça implique des contrôles fréquents, qu'il y a des thérapeutiques qui sont quand même assez contraignantes, et qu'il faut donc finir par faire comprendre, par faire accepter. Et donc le rôle du médecin, c'est d'être à l'écoute de ses patients et de l'accompagner dans sa pathologie pour lui apporter le meilleur confort et la meilleure dynamique qui puisse être. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.